Voici le décor que présente le sous-quartier des Deux Plateaux, Casa, dans la commune de Cocody, après l'incendie qui a frappé les habitants de ce quartier ce lundi, laissant ainsi des centaines de familles sans abri. Nous, on était là, on dormait, je me suis réveillée, il y avait fumée juste derrière à côté de moi. Et moi, j'étais couchée à mon enfant. Quand je me suis réveillée comme ça, la fumée là était là, la fumée m'était tellement petit, mais je ne savais même pas que ça pouvait brûler tout ça. Quand je me suis réveillée, j'ai pris mon enfant, j'ai dit, elle va aller appeler les gens, il a crié feu, feu, les gens sont venus, on ne peut rien faire encore, tout était gâté déjà. Je suis couché dedans là-bas. J'ai entendu un cri, c'est fait, je suis couru sur terre. Première mesure qu'il est pris, on a lutté pour éviter de ne m'en pas. Matin, on m'appelle que tout mon bagage est parti en fumée. C'est ce qui est sur moi qui est là, il n'est rien pour partir encore. Habits, on peut acheter, mais les diplômes, tout est brûlé, tout est parti en fumée. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires déployés sur les lieux ont pu circonscrire le feu, non sans beaucoup de difficultés. À notre arrivée, nous avons trouvé des baraques sur une grande superficie en feu. Notre intervention a été rendue difficile à cause des cheminements praticables, donc il a fallu faire de longs établissements pour avoir accès au sinistre. Et il n'y a pas de poteau d'incendie dans la zone, donc on fait de longues distances pour avoir de l'eau. Je saisis l'occasion pour sensibiliser la population qui vit dans ce genre de quartier que c'est dangereux de vivre dans ces zones et qu'il faut prendre aussi les mesures de sécurité, surtout concernant les installations électriques et faciliter l'accès en dégageant des voies. De nombreux dégâts matériels enregistrés, mais aucune perte en vie humaine. Pour l'heure, les origines de l'incendie restent encore non élucidées car les enquêtes suivent leur cours. Le camp commando d'Abobo, le commissariat du 30e arrondissement de Cocody, la base à BAE de Yopougon et le centre pilote de Port-Bouët sont les nouveaux sites de positionnement des engins de secours des sapeurs-pompiers militaires dans le district d'Abidjan. Une stratégie qui vise à se rapprocher des populations et à réduire le temps d'intervention. On a constaté que les temps d'intervention devenaient de plus en plus longs à cause des embouteillages sur la route. Et il y a des zones qui sont totalement dépourvues en secours. Pour pallier à cet état de fait, nous avons été amenés à prépositionner sur certains sites des engins de secours à mesure de répondre plus rapidement aux demandes qui sont faites. C'est ainsi que nous avons positionné des engins à Abobo, aux environs du camp commando, pour pouvoir intervenir dans la zone d'Abobo et même jusqu'à Anyama, à Yopougon, au niveau de la BAE, parce que notre caserne de Yopougon est au toit rouge, donc les engins propositionnés à la BAE peuvent intervenir très rapidement sur la voie express Yopougon à Djamé et raccourcir les délais d'intervention aussi bien dans la zone industrielle. Du côté de Cocody, nous nous sommes prépositionnés au 30e arrondissement pour pouvoir gérer toute la zone de la 7e, 8e, 9e tranche. Et à Marcory, un engin a été prépositionné à Port-Bouët, au centre pilote de Port-Bouët, en mesure d'intervenir plus rapidement sur la voie express qui va à Grand-Bassam et dans la zone de Port-Bouët. Au cours de notre reportage, nous avons pu constater l'efficacité de cette stratégie suite à un accident de la circulation sur l'axe express Abobo-Agamé. L'équipe déjà installée au camp commando d'Abobo a pu se déployer sur les lieux pour secourir les accidentés en un temps record. L'accident, en tout cas, c'était un peu grave. Quand ça s'est passé net, quand après net, ils sont arrivés net. Dieu merci. L'efficacité a été vraiment énorme parce qu'ils ont été rapidement sur les lieux pour pouvoir évacuer les blessés. Donc vraiment, c'est un effet à encourager. Dès que l'accident s'est passé, on m'a appelé directement que ton femme a fait accident.
donné ça à la maison. J'ai déplacé un tension-compteur. Il faut que j'arrive devant les sapeurs-pompiers. Malheureusement, dès que j'arrive seulement, voici les sapeurs-pompiers. Comme ils ont fait aussi les sapeurs-pompiers à Bobo aussi, vraiment, on est très très contents. Une initiative que le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires entend élargir à l'ensemble du district d'Abidjan. Nous envisageons d'amplifier ces sites-là. Il y a des acquisitions qui sont en cours. Donc dès qu'elles seront faites, nous allons trouver d'autres sites de prépositionnement pour encore raccourcir les délais d'intervention. La protection civile est une des attributions des maires. Donc c'est à eux de mettre en place ces casernes et nous allons apporter notre expertise, nos hommes et pour le compte du ministère de la Défense, prendre en charge la protection civile dans la zone concernée. Plus de 1500 interventions ont été effectuées de septembre à décembre 2017 grâce à la nouvelle stratégie mise en place par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Des numéros ouverts 24 heures sur 24 sont à la disposition des populations. Ce sont le 20 28 21 09 ou le 01 80 13 28. Tout commence 2 ans plus tôt, c'est-à-dire le 20 août 1955. Les indépendantistes algériens déclenchent une insurrection sanglante à Philippeville, qui va être brutalement réprimée par le gouvernement français. Le 30 septembre 1956, la guerre s'étend et frappe désormais le cœur d'Alger. Elle ne se confine plus dans les zones frontalières et les montagnes. Le FLN, qui dispose sur place d'environ 5000 militants, fait appel à des femmes de type européen pour convoyer des armes, transmettre des messages et même poser des bombes. La violence s'intensifie fin 1956. Le 27 décembre, Amédée Froget, président de la Fédération des maires d'Algérie, est assassiné à Alger. Après ses funérailles, des émeutes font plusieurs morts dans les populations arabes. La tension s'accentue et Robert Lacoste, le résident général en Algérie, utilise les pouvoirs spéciaux adoptés en mars 1956. C'est ainsi qu'il ordonne au général Jacques Massu, commandant de la 10e division aéroportée, de pacifier Alger. Le 8 janvier 1957, Massu entre dans la ville avec 8000 hommes et proclame la loi martiale. Le FLN réplique par des attentats et une grève générale. En réaction, l'armée exerce une sévère répression et procède à des arrestations massives pour démanteler les réseaux du FLN, forçant ses dirigeants à quitter Alger. L'action de l'armée rétablit un ordre temporaire, mais elle suscite une crise morale. Les méthodes utilisées sont dégradantes. Le 12 septembre 1957, Paul Tengen, secrétaire général de la police d'Alger, démissionne pour protester contre les méthodes du général Massu. Le FLN tente d'organiser une grève générale à partir du 28 janvier 1957. Ouverture de la 11e session des Nations Unies à New York. Mais les parachutistes ouvrent de force les rideaux de fer des commerçants et brisent la grève. Après l'attentat de la Corniche qui tue plusieurs jeunes gens, le 9 juillet 1957, le colonel Yves Godard prend le relais du colonel Marcel Bijard. Il privilégie désormais l'infiltration des réseaux plutôt que la torture. C'est ainsi que le 24 septembre 1957, ces parachutistes mettent la main sur Yassef Saadi, 28 ans, principal organisateur des attentats à Alger. 9 mois après avoir obtenu les pleins pouvoirs, le général Massu peut se flatter d'avoir gagné la bataille d'Alger, mais au prix de 3024 disparitions de suspects. Le FNL est exsangue et se déchire dans les querelles internes, à coups de liquidation et d'assassinat. Pour les successeurs de Guy Mollet, à la tête du gouvernement, le moment paraît favorable à une négociation avec les modérés du camp ennemi. Ce conflit se terminera en 1962 avec la proclamation de l'indépendance algérienne.